que nous allons vous parler du TDAH pour essayer de savoir de quoi on parle plus précisément. On vous parlera des définitions des critères diagnostiques, quand, par qui et comment poser ce diagnostic et en s'appuyant sur quels outils. Ensuite, quelles seront les interventions thérapeutiques qui sont possibles. Et on vous a cité un certain nombre de ressources qui nous paraissent pertinentes. On terminera par le témoignage d'une maman qui a été enregistrée en avance parce qu'elle ne pouvait pas être disponible sur ce créneau de webinaire. Et c'est Karine Aulois qui a géré l'interview. Et on terminera par vos questions. Donc tout d'abord, pour reparler de la base, on parle déjà de troubles du neurodéveloppement. Donc je pense que vous êtes un certain nombre à avoir déjà assisté au précédent webinaire de la Fédération TND. Mais juste pour rappel, on parle de troubles du neurodéveloppement pour définir donc un trouble parce que c'est durable dans le temps, chronique et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Neuro, puisque ça fait référence au cerveau, et développemental, puisqu'on parle bien de la façon dont le cerveau s'est développé et organisé. On ne parle pas de quelque chose de lésionnel. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement parmi les troubles du neurodéveloppement. Donc, on entend par TND les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du développement intellectuel, les troubles moteurs et de la coordination, les troubles des apprentissages, donc lecture, orthographe, calcul, les troubles de la communication et du langage oral, et donc le TDAH qui nous intéresse ce jour. Avant de parler spécifiquement des critères diagnostiques, on a voulu partir de quelques clichés et idées reçues qu'on a sur le TDAH, parce qu'on entend beaucoup de choses et les patients entendent beaucoup de choses. Et voilà un petit peu les mots qui ressortent. Il est insolent, il est mal élevé, il est respectueux, il est feignant. Ça, on l'entend beaucoup en classe pour les devoirs. Turbulent, têtu, c'est un enfant roi, il est colérique, mal poli. Voilà, tout ça, ce sont des mots que les parents ou les enfants eux-mêmes nous rapportent comme ayant été entendus de nombreuses fois et qui sont donc très négatifs, d'où l'importance de bien connaître le trouble, puisqu'une mauvaise connaissance du trouble entraîne une mauvaise interprétation du comportement et donc une image erronée et négative de la personne, avec un retentissement non négligeable sur l'estime de soi. Du coup, le TDAH, depuis tout à l'heure, on vous parle de cet acronyme, on va un petit peu le détailler. Donc, TDAH, ça fait référence au trouble du déficit de l'attention hyperactivité. Et dans ce TDAH, il y a trois grandes familles de symptômes. La première famille de symptômes, c'est l'inattention. Et l'inattention, ça fait référence au fait de faire des étourderies, d'avoir du mal à maintenir son attention dans le temps, être facilement distractible, avoir l'impression qu'on n'écoute pas quand on nous parle, le fait de procrastiner, de repousser les choses qui sont un peu coûteuses ou qui demandent beaucoup d'efforts, le fait d'oublier des choses, de perdre ses affaires, de pas arriver à se conformer aux consignes, à les suivre jusqu'au bout, des difficultés d'organisation aussi dans le quotidien. Et on le voit bien voilà, on a représenté la journée d'école avec des petites batteries. C'est l'idée que cette attention, elle va fluctuer au cours de la journée. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, bah, quand la batterie elle est bien pleine, l'enfant il va réussir à se concentrer, ou l'adulte, hein. On a mis sur l'échelle de l'enfant, mais on peut retrouver ça aussi chez les adultes. L'idée, c'est que voilà, cette batterie, elle va fluctuer, son niveau d'intensité aussi va fluctuer, et donc les performances également vont être variables en fonction du niveau de ressources attentionnelles qui est disponible à un moment T. Il y a deux autres symptômes qu'on a séparés également, mais qu'on prend dans un même bloc la plupart du temps. L'impulsivité, qui là, pour le coup, va être un petit peu ce petit panneau stop interne du cerveau qui va pas forcément fonctionner. C'est ce petit filtre qui permet de s'autocontrôler, qui va pas toujours fonctionner et donc faire que des fois on interrompt, on impose sa présence, on est un peu intrusif, on répond trop vite, on coupe la parole, on a du mal à réguler ses émotions aussi. Ça va être pour l'impulsivité. Et donc pour l'hyperactivité, c'est celui que la plupart des gens connaissent le mieux, mais c'est aussi celui qui a un peu le plus de clichés et de fausses représentations. C'est-à-dire que l'hyperactivité, c'est pas juste
courir partout, grimper partout et monter sur le bureau du médecin. Ça, c'est dans les situations qui sont les plus importantes en termes d'hyperactivité. Mais ça peut aussi faire référence au fait d'avoir besoin de manipuler des choses, d'être constamment en train de faire quelque chose, d'avoir du mal à rester assis ou en tout cas au prix d'efforts qui sont importants. Le fait de beaucoup parler, d'avoir beaucoup de choses qui viennent à l'esprit et qui vont être dites et dites et dites et dites, etc. Le fait de déborder d'énergie aussi, d'avoir du mal à attendre son tour. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ce qui va rentrer dans ces trois symptômes, inattention, impulsivité et hyperactivité. Et donc ensuite, pour établir le diagnostic en fonction de ces symptômes, on a des critères qui sont très précis. Dans chaque grande famille de symptômes, on doit avoir au moins 6 symptômes d'inattention ou d'impulsivité et hyperactivité. C'est pour ça qu'on les met ensemble, ces deux-là, parmi les 9 que j'ai pu vous citer dans chaque catégorie. Ces symptômes, ils doivent être présents dans au moins 2 environnements, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être observés que à la maison ou que à l'école. Ça, c'est important qu'on aille vérifier tout ça. Ils doivent être présents avant 12 ans. On doit les avoir observés avant cet âge-là et ils doivent persister depuis au moins 6 mois. L'importance aussi des choses, c'est que c'est durable, mais parce qu'on parle d'un trouble, effectivement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est durable, mais qu'il y a une évolution aussi possible des symptômes dans le temps et de leur intensité, qui est de fait variable d'une personne à l'autre. Ce qui va caractériser aussi le trouble, c'est le retentissement fonctionnel sur le quotidien qui doit être retrouvé dans plusieurs environnements. Donc, on va essayer de quantifier ça et de qualifier ça surtout, de voir est-ce que ça a un impact sur l'école, la maison, les loisirs, le quotidien basique d'un enfant. Voilà. Et donc ensuite, en termes de prévalence, ça c'est pour les petits chiffres un petit peu statistiques, on dit qu'on a environ 5% des enfants d'âge scolaire qui présentent un TDAH. Donc ça représente environ un enfant par classe, ce qui fait que c'est assez présent dans la population globale. Et donc tout à l'heure, on a parlé des 3 différentes familles de symptômes. Je voulais avec le petit pointeur laser qui est bien pratique. Donc, on peut avoir 3 formes de TDAH. Donc, la forme inattentive prédominante où on a des symptômes d'inattention qui sont au premier plan. C'est là où il y en a le plus. Une forme impulsive hyperactive prédominante où c'est ces 2 symptômes-là qui vont être le plus présents. Et une forme combinée où on peut avoir l'ensemble des 3 symptômes qui peut être présent aussi. Et donc, ensuite, on doit spécifier donc, à la fois la forme, mais aussi le degré de sévérité, c'est-à-dire si c'est léger, modéré ou sévère. Et ce degré, il s'évalue en fonction du nombre de symptômes significatifs qui sont présents et de l'étendue du retentissement, que ce soit au niveau social, relationnel, scolaire, professionnel, les addictions, la mise en danger, toutes ces choses. Et donc, à partir de quel âge on va pouvoir poser un diagnostic de TDAH? En théorie, il n'y a pas de limite inférieure établie. Mais c'est vrai qu'on a tendance à rester prudent avant l'âge de 5 ans, puisqu'il y a quand même une variabilité développementale des enfants. Donc, on va s'inquiéter avant 5 ans que si l'intensité, la persistance, le retentissement sont vraiment disproportionnés par rapport à un enfant du même âge. Donc, on peut très bien voilà, se prononcer avant l'âge de 5 ans, mais voilà, avec une certaine prudence. Et donc, la première étape, ça va être de repérer et de débrouiller en cas de signe d'alerte sur un éventuel TDAH. Donc, l'alerte, elle peut être donnée par la famille, par les parents ou par d'autres membres de la famille, par l'école ou par les professionnels qui prennent en charge déjà l'enfant. Par exemple, l'orthophoniste qui suit l'enfant pour un retard de langage et qui voit bien qu'au niveau concentration, c'est compliqué pendant les séances. Donc la première étape, ça va être d'aller voir son médecin généraliste. Alors soit médecin généraliste, soit pédiatre traitant, voilà, mais son médecin traitant, pour un examen qu'on dira somatique de débrouillage. Alors là, on s'est vraiment appuyé sur ce qui a été fait dans les recommandations HAS et notamment dans le webinaire HAS qui a été fait en novembre 2024 qui reprenait
le parcours de l'enfant suspect de TDAH. Et donc, dans cet examen somatique, les premières choses à vérifier avant de dire bah oui, c'est sûrement un TDAH, c'est déjà est-ce que l'enfant dort suffisamment et qualitativement. Donc, la recherche de troubles du sommeil doit être assez systématique. Ça ne veut pas dire qu'il faut explorer systématiquement, mais il faut se poser la question. On va rechercher des points d'appel pour de l'épilepsie ou vérifier qu'il n'y a tout simplement pas un médicament type corticoïde à forte dose au long cours qui peut tout simplement générer de l'agitation et des troubles d'attention. On va rechercher également des facteurs prédisposants tels que des anomalies génétiques, alors connues déjà ou suspectées, un syndrome d'alcoolisation fœtale, qui peut être un facteur de risque de troubles de l'attention. Et puis on va s'assurer tout bêtement que l'enfant y voit bien et entend bien, c'est quand même la base. On peut s'attarder aussi sur la recherche d'énurésie et de surpoids. Alors c'est pas un critère diagnostique du tout, mais c'est plus fréquemment associé au TDAH. Donc il faut savoir le rechercher, au moins poser la question. Et ensuite, on va s'attarder plus sur le côté psychiatrique ou psychodéveloppemental. Donc, dans le webinaire HAS, ça avait été regroupé sur le examen psychiatrique minimal. Alors, on entend par examen psychiatrique minimal ce que le médecin traitant peut faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une analyse psychiatrique approfondie, mais il va rechercher les points d'appel pour savoir est-ce qu'il y a raison de creuser ou pas dans certains domaines. Dans les choses à rechercher, il y a les points d'appel pour d'autres troubles du neurodéveloppement. Est-ce qu'il y a des arguments pour des troubles de l'ordre de l'autisme, des troubles moteurs, des troubles des apprentissages, du langage? Est-ce qu'il y a un trouble de l'humeur? Il faut vraiment penser à demander à l'enfant et à ses parents et pas hésiter à reposer la question, est-ce que tu te sens triste? Et est-ce que tu te sens triste souvent, tout le temps? Est-ce que ça t'envahit? C'est vraiment une question de base. On va rechercher des éléments d'anxiété. Est-ce qu'il y a des troubles obsessionnels compulsifs? Est-ce qu'il y a des arguments pour un trouble oppositionnel avec provocation, un trouble des conduites? Est-ce qu'il y a des tics moteurs, vocaux, chroniques? Et puis sur tout l'environnement psychosocio-familial, on va dire, est-ce qu'on est dans une situation où il pourrait y avoir des risques de maltraitance? Est-ce qu'il pourrait y avoir un trouble réactionnel de l'attachement, un trouble de l'adaptation, un état de stress post-traumatique? Voilà, donc là, c'est un peu tous les grands items qui sont à avoir en tête et à rechercher. Ça ne veut pas dire que le médecin généraliste va tout explorer à fond, mais s'il a déjà ces éléments en tête, ça va permettre du coup de savoir quel est le domaine prioritaire à évaluer et vers qui on veut orienter. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ce débrouillage, là, on va explorer plus spécifiquement ce qui va nous intéresser, donc les signes en faveur du TDAH, et puis éventuellement les autres troubles associés. Donc pour explorer le TDAH, on va s'appuyer sur pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre, et en théorie, sur un médecin généraliste averti dans le domaine des troubles du neurodéveloppement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pour parler avec l'HAS, pour que des généralistes puissent se former et devenir un petit peu experts dans le domaine des TND, ce qui serait un grand appui. Et puis, on peut s'appuyer également sur les neuropsychologues ou les psychologues. On vous détaillera par la suite par quels outils on peut passer. Et puis, on va explorer également le retentissement de ce TDAH et les comorbidités. Et c'est là où vont intervenir plutôt les autres professionnels libéraux, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes. Alors, je dis libéraux, mais ça peut être aussi en structure pluridisciplinaire, type CMP, CMPP, CAMS, si on peut avoir une orientation rapide. Et c'est là que prend toute sa place la PCO, donc plateforme de coordination et d'orientation, puisque quand on pense à un TDAH avec un certain nombre de retentissements, et surtout si on pense qu'il y a d'autres troubles du neurodéveloppement associés, c'est tout l'intérêt de la plateforme de coordination et d'orientation pour pouvoir recevoir les enfants et aider au niveau diagnostic et au niveau prise en charge précoce, puisque l'idée est d'orienter correctement et de prendre en charge précocement ces enfants. Donc, effectivement, on se questionne aussi sur la place du psychologue, du neuropsychologue dans cette deuxième étape d'exploration dans le détail des symptômes du TDAH. À ce jour, il n'y a pas vraiment d'outils diagnostiques spécifiques au diagnostic du TDAH. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui est indiqué, indispensable. En revanche, ce qu'on propose en général, c'est des entretiens diagnostiques
qui sont par exemple la Diva Young, la Kiddy Sads, la CE. C'est des petits exemples. Voilà, personnellement, j'ai mon petit préféré qui est la Diva Young. C'est des entretiens qui sont semi-structurés avec des questions qui en fait reprennent les 18 symptômes slash critères de ce TDAH avec des exemples et aussi la possibilité d'explorer les potentielles stratégies de compensation qui peuvent être mises en place et dans certains cas masquer certains symptômes qui ont quand même un retentissement important. Parce que le fait de compenser, d'avoir des stratégies de compensation, des fois, elles sont pas toujours optimales déjà. Et puis, ça peut demander des efforts qui sont supplémentaires et engendrer une fatigue, etc. Donc, en termes de retentissement, on est quand même là. Et puis, ce qu'on peut proposer aussi, et qui est intéressant, c'est des questionnaires. Alors, soit c'est des auto-questionnaires, soit c'est des hétéro-questionnaires. Et donc, dans ce cas, c'est intéressant pour compléter voilà, les informations qu'on peut recueillir auprès des parents, auprès de l'enfant. Ça peut être intéressant de les faire remplir notamment par le corps enseignant ou par toute autre personne qui peut intervenir auprès de l'enfant. On peut aussi en amont les faire remplir par les parents ou par l'enfant lui-même pour avoir des informations voilà, en amont de nos consultations, ce qui nous permet de préciser encore un petit peu plus les choses. Et donc parmi ces questionnaires, on va avoir le SNAP 4. Alors il existe deux versions, hein, une où il y a 90 questions qui est très très longue, et une où il n'y en a que 36, et du coup c'est un petit peu plus léger et c'est plus simple à transmettre par exemple au corps enseignant. Alors, il y en a un qui s'appelle ADHD-RS, avec un accent magnifique. Le Connor, c'est les échelles de Brown aussi, plutôt pour les fonctions exécutives dans ce dernier cas. Et donc, la place du bilan neuropsychologique. Alors, le bilan neuropsychologique, dans les recommandations, c'est bien spécifié qu'il est non nécessaire pour le diagnostic du TDAH parce que c'est un diagnostic clinique et médical. En revanche, le bilan neuropsychologique, il peut être recommandé dans le cas où on a des troubles associés, une suspicion de troubles du développement intellectuel, de symptômes sévères, autrement également. Et ça nous permet d'objectiver les ressources et ou atteintes cognitives au niveau ben, voilà, du fonctionnement intellectuel, de l'attention, des fonctions exécutives, de la mémoire, qui peuvent être des fonctions qui sont sous-jacentes aux symptômes. Et donc, on, on va, voilà, ça permet aussi de mieux envisager les accompagnements suivis, de comprendre le fonctionnement, les difficultés qui sont consécutives et d'orienter vers d'autres bilans si on a une altération d'une ou plusieurs fonctions qui sont évaluées dans ces bilans. Donc, par exemple, une psychométrie, ça peut être intéressant dans ces circonstances-là, ou une évaluation plus spécifique de certaines fonctions cognitives. Et donc, ce qui est très important et qui découle de tout ce que je viens de dire, c'est que des résultats dans la norme à une évaluation attentionnelle exécutive, ça n'exclut pas le diagnostic du TDAH. C'est pas parce que on a des performances qui sont faibles, qui sont dans la norme, pardon, qu'on a réussi les tests, qu'on n'a pas de TDAH. Dans beaucoup de cas, les enfants ils sont en mesure de compenser en fait certaines difficultés, et du coup sur 2 heures, 3 heures de bilan, des fois disséminés en plusieurs séances, euh, on n'observe pas toujours le trouble dans toute sa splendeur. Et le diagnostic de TDAH et la mise en place d'interventions thérapeutiques, elles peuvent tout à fait se faire sans attendre la réalisation de bilans, que ce soit neuropsychologiques ou d'autres bilans qui sont nécessaires à l'exploration d'éventuelles comorbidités. Et donc la troisième étape, ça va être de confirmer le diagnostic une fois qu'on a tous exploré bien comme il faut. Donc cette pose de diagnostic se fait par un médecin spécialisé, donc pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre. Il va y avoir une consultation d'annonce diagnostique. C'est bien de prévoir le temps d'expliquer aux parents, à l'enfant, ce que c'est que le TDAH et ses conséquences. On fait un courrier de synthèse parce qu'il y a besoin d'un écrit pour justifier qu'il y a bien un TDAH et que ce n'est pas juste les parents qui le lisent. Lors de cette consultation, on va déterminer les préconisations, donc notamment tout ce qui est accompagnement ou aménagement pédagogique. Est-ce qu'il faut adapter le parcours de scolarisation? Est-ce qu'un traitement médicamenteux va être indiqué ou pas? Et puis, s'il y a besoin de faire un certificat, dont un certificat pour la MDPH. Et orienté vers la prise en charge adaptée, bien sûr, donc soit en libéral, soit en structure pluridisciplinaire. Et donc, dans les accompagnements qui vont être recommandés,
la base en post-diagnostic de TDAH, ça va être la psychoéducation. Donc, la psychoéducation, c'est délivrer des informations sur le TDAH, les impacts, comment fonctionner avec ce trouble sur voilà, des petites situations euh, classiques du quotidien. On va avoir aussi, et c'est ce que disait ma collègue juste à l'instant, les aménagements scolaires et la collaboration avec le milieu scolaire qui va être voilà, vraiment primordial dans ce genre de situation. Et donc, ensuite, selon le besoin, on va pouvoir proposer des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, PEHP. Vous aurez peut-être déjà entendu parler du programme Barclay notamment. Le but, là, dans ces programmes, c'est plutôt d'aider et d'adapter les stratégies éducatives du quotidien. On a aussi l'ETP, donc c'est éducation thérapeutique du patient, qui là vise plutôt à acquérir des compétences pour mieux composer avec les défis du TDAH, les défis du quotidien aussi, mais sous forme plutôt d'ateliers et souvent ça se fait en groupe. Ça peut être à destination des parents et des enfants. Pour le PEHP, je ne l'ai pas précisé, mais c'est que les parents. On peut proposer des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. En cas de répercussions fonctionnelles anxio-dépressives ou difficultés de régulation émotionnelle, et toujours en prenant en considération la motivation du patient, l'engagement de la famille, les capacités de l'enfant. On ne va pas forcément proposer à tout le monde de manière assez automatisée. Et donc, dans tous les cas, on agit sur les habitudes de vie parce que on a dit que le sommeil, on l'avait déjà exploré, voilà, mais des mauvaises habitudes de sommeil, une mauvaise hygiène de vie, une alimentation très riche en sucre à n'importe quelle heure, une activité physique insuffisante, bah, vont agir comme des facteurs aggravants du TDAH. Donc, il faut bien penser à les évaluer. Et des fois, ce qui nous paraît, nous, évident en tant que soignants, bah, n'est pas tant que ça pour les parents. Voilà. Donc, on est là aussi pour les aider à trouver les bonnes stratégies dans leur quotidien et simplement. Donc, après, dans les interventions thérapeutiques possibles, on a effectivement le médicament, le fameux psychostimulant méthylphénidate. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, forcément. C'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on aura forcément le médicament. Déjà, l'autorisation de mise sur le marché, elle est à partir de 6 ans. C'est exceptionnel qu'on le donne avant, ça peut arriver. C'est un traitement de deuxième intention, c'est-à-dire qu'on a déjà mis en place les mesures non médicamenteuses, mais que ça s'avère insuffisant. Ou alors, d'emblée, en complément des autres mesures, si on a un TDAH qui est d'intensité sévère. Notamment, ça nous arrive d'avoir des enfants qui ont des troubles des apprentissages associés, qui se retrouvent en échec scolaire. Là, il est urgent de leur donner ce coup de pouce-là. La prescription se fait par un médecin spécialisé, pédopsie, pédiatre, neurologue, mais pas obligatoirement hospitalier. Ce médecin spécialisé assure la prescription annuelle et le renouvellement mensuel se fait auprès du médecin traitant. Donc, dans les petites conditions de prescription, c'est une ordonnance sécurisée, écrite en toutes lettres, pour 28 jours maximum. Donc, ça, c'est le côté contraignant. Mais il faut savoir que ce traitement est assez facile à manier, puisqu'il peut être interrompu à tout moment. C'est du on-off, hein. Et il se prend le temps nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut en avoir besoin sur une période donnée dans son développement pour passer un cap. Ne plus en avoir besoin du tout par la suite, comme avoir besoin de le reprendre à l'adolescence pour passer un nouveau cap, ou le prendre tout le temps parce que vraiment, quand on ne le prend pas, on est trop désorganisé, trop dispersé et ça nous pénalise trop dans notre quotidien. Donc, il n'y a pas de règle. Le méthylphénidate existe sous différentes formes. Son mode d'action, c'est d'augmenter la concentration intracérébrale de dopamine et de noradrénaline au niveau du cortex préfrontal en particulier. Et on va utiliser soit des formes à libération immédiate, soit des formes à libération prolongée ou modifiées. Donc, c'est de l'ALI et de l'ALP mélangées. Donc, les noms qu'on connaît, c'est Ritaline, Medikinet, Quasim, Concerta et son générique. Et en fonction de celui qu'on choisit, on va déterminer la durée de l'effet du méthylphénidate et la quantité libérée au cours du temps. Il y a du 50-50 en termes de libération immédiate, libération prolongée, du 30%, 70%, du 8 heures d'efficacité, du 12 heures d'efficacité. Voilà. Donc ça, après, c'est à nous, médecins, de choisir ce qui nous paraît le plus pertinent comme choix pour le patient. Et donc, en résumé, le TDAH, si vous avez bien suivi jusque-là, c'est pas
la faute des parents, pas dû à un problème d'éducation. C'est pas un problème de mauvaise hygiène de vie et c'est pas fait exprès. C'est-à-dire que la personne qui a un TDAH, elle fait pas exprès d'être distraite, de faire répéter, de perdre ses affaires, de faire du bruit ou de bouger. C'est vraiment malgré elle. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on peut l'aider à trouver des stratégies pour mieux gérer ses symptômes et surtout, plus la prise en charge est précoce, mieux c'est. Et par contre, voilà, c'est effectivement pas tout ça, mais il y a certains facteurs comme les habitudes de vie qui peuvent renforcer certains symptômes sans en être la cause directe. Et donc, on a un timing qui est parfait. Et on vous a mis quelques petites ressources, dont les recommandations HS qui sont quand même très précises et sur lesquelles on s'est honnêtement beaucoup appuyé pour construire ce webinaire. Et notamment le webinaire de la HAS qui est accessible en ligne. Alors, reprend de façon un peu plus poussée, hein, mais il est très bien fait, très clair. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer là-dessus pour le parcours diagnostic de l'enfant TDAH. Allez, en termes de petits livres, alors on en a mis un qui concerne l'évaluation du TDAH chez l'enfant et l'adolescent, de Maëva Roulin et Sébastien Horard. Alors je sais qu'ils ont dû faire une version adulte qui peut être intéressante aussi. Et donc ensuite, c'est plus des petits outils plus visuels, un petit peu moins techniques, qui sont aussi très intéressants à aller explorer. Alors, il y a différents modes de présentation, BD, pas BD, petite liste, pas petite liste, voilà. Donc vous pourrez faire votre choix assez largement là-dedans. Et donc en termes de site internet, vous avez aussi pas mal de ressources. On vous a listé quelques associations aussi qui font des choses super. Alors, je vous invite vraiment à regarder les sites internet qu'on vous a mis et les associations. Il y a vraiment des fiches très claires sur le TDAH dans toutes ces branches, on va dire. Et dans les outils pratiques, les sites Le Cartable Fantastique ou Oxytadis avec la mallette futée, il y a vraiment des choses très, très pratiques qui sont proposées. Donc voilà, ne pas hésiter à les consulter. C'est des vraies ressources très faciles d'accès, puis gratuites, quoi. Et donc, pour terminer, on va vous parler quand même juste du projet qui est en cours, qui est le Centre ressources TDAH. Donc, la fédération TMD a répondu à l'appel à projet de la HAS sur ce centre ressources TDAH. Donc, c'est des directives nationales, hein. Donc là, c'est encore pour parler en discussion d'organisation, mais l'idée sera que ce centre ressources puisse bah, cartographier, on va dire, de l'offre de soins qui existe localement et puis aider à l'orientation des patients et être un peu une ressource pour toute personne qui s'interroge et qui a besoin de conseils. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus parce que c'est encore au stade de projet. Et donc, on va passer au témoignage. Donc, Sonia, si tu veux lancer. Karine, tu veux dire 2 mots avant ou pas? Ou je lance? Ouais, tu peux lancer. C'est le témoignage d'une maman dont l'enfant est passé au CRT. Elle est là pour diagnostiquer. Elle explique tout. Merci, Sonia. D'accord. Pas. C'est un truc. Alors, attends. Du coup, bonjour. Donc, on a intitulé le témoignage de Maman TDAH. Et donc, voilà, l'idée, c'est de faire un petit point sur votre parcours et celui de votre enfant. Et vous avez donc gentiment accepté de témoigner pour ce webinaire. Et donc, du coup, la première question, c'est quelles ont été les premières inquiétudes? Alors, c'était plutôt des émotions qui étaient perçues chez lui, qui étaient essentiellement pas mal de colère, beaucoup d'impatience, de l'impulsivité et de la provocation. En gros, c'est vraiment ce qui résumait les situations qui nous mettaient en difficulté et voilà, c'était ça. Et qui vous posait question, parce que c'était pas
voilà, des émotions qui étaient entre guillemets ordinaires. Bah, c'était notre premier enfant, mais c'est-à-dire que ça nous mettait en difficulté et j'avais pas cette idée d'éducation aussi compliquée avec un enfant lambda en réalité, mais on était en difficulté, on va dire. Et du coup, à peu près vers quel âge vous avez pu avoir ces inquiétudes? Alors, je dirais vers entre 3-4 ans précisément, je ne sais pas exactement, mais c'est-à-dire qu'il avait aussi un retard de langage qui nous a amené à consulter quand même au sein du CAMS local où on habite. C'est dans ces moments-là où tout est apparu en réalité. Et mais du coup, qui a repéré les premiers signes? Alors, Outre les troubles du langage, puisque vous nous dites bien que les oui, troubles du langage vous ont fait consulter, mais là, on parle plutôt côté TDAH. Donc, qui est-ce qui a repéré les premiers signes par rapport plutôt à ce côté TDAH? le côté TDAH, c'est plutôt les professionnels de santé qui l'ont rencontré, qui l'ont évoqué. Il y a 2 reprises quand on a fait justement les bilans par rapport à ces difficultés d'apprentissage, de développement. Je me souviens l'ergothérapeute qui l'a rencontré pour la première fois pour le bilan, qui m'a dit: «Mais il n'y aurait pas un peu d'hyperactivité?» Parce qu'effectivement, le bilan était compliqué à mettre en œuvre et il y avait vraiment beaucoup d'impatience et de rester une demi-heure à faire le bilan, c'était quasi impossible. Donc en tout cas, elle l'avait évoqué, mais oralement. Et de même, l'orthoptiste qui devait le bilanter par rapport à des problèmes visuels qu'il avait m'a évoqué aussi cette histoire d'hyperactivité, sans parler de TDAH à proprement parler, mais d'hyperactivité qui a été notée. Ok. Et donc, vous, de votre côté, en tant que parent? Après, alors, pas le TDAH en lui-même. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé à ça. D'accord. Et du coup, Ouais. vous avez été orienté vers qui quand les professionnels ont commencé à vous dire, attention, tiens, il y a peut-être un questionnement à avoir côté TDAH? Alors, Enfin, agitation, hyperactivité plutôt. je vous avoue que le côté TDAH, c'est vraiment pas ce qui est ressorti en premier. C'était vraiment ces difficultés de langage et autres. Et finalement, comme il était déjà suivi au CAMS, en fait, on a été là, il y avait pas vraiment il y a pas du tout, il y avait pas de diagnostic de TDAH à ce moment-là. Et en fait, il a été orienté pour la suite du CAMS au CRTLA justement. Et c'est à ce moment-là où on a fait tous les bilans où en fait ça a été évident quoi. Mais c'est plutôt au niveau du CRTLA. Ouais. Donc, du coup, là, il avait à peu près quel âge? Bah, il avait 6 ans, 6 quasiment. ans. Donc, en fait, entre 3 et 4 ans où vous étiez vraiment en questionnement par rapport à cette symptomatologie que vous mettiez sur rien, puisque vous n'aviez pas Ouais. de suspicion de TDAH. Finalement, vous avez attendu l'âge de 6 ans pour qu'on puisse vous dire, en fait, non seulement il y a le trouble du langage, effectivement, mais il y a un TDAH Ouais, qui est impactant. ouais, complètement. C'était Et du trouble du coup, développement, mais il y avait pas de c'était pas du tout étiqueté, TDAH à ce moment pendant, plusieurs années, ouais. le trouble du langage avait un petit peu pris le pas sur tout le reste, quoi. Ouais, en fait, on cafouillait. C'est-à-dire que les bilans étaient un peu, toutes les orientations étaient évoquées, en fait, jusqu'aux troubles du spectre autistique, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à comprendre. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de diagnostic, il y avait trouble du développement avec dysphasie, dyspraxie, mais il n'y avait pas du tout évoqué, enfin, le TDAH n'était pas évoqué jusqu'à 6 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté justement que ce diagnostic soit posé? Bah, beaucoup de choses. Parce que, enfin, moi, je nous visualise encore, nous parents, quand ça nous a été expliqué. Et pour le coup, quand vraiment on nous a expliqué le fonctionnement du TDAH par définition, là, on s'est dit: «Ah, bah voilà notre enfant». Ça correspondait en tout point à ce qu'on traversait, en fait, à ce qu'il présentait. Donc, ça nous a aidé vraiment à comprendre son fonctionnement, à l'expliquer au niveau de l'entourage parce que c'est pas toujours bien perçu et c'est difficile à dire, mais c'est-à-dire que c'est une excuse dans certaines situations de dire il a un TDAH parce qu'en en fait il y a certaines situations où en fait je pense que c'est mal vécu et mal perçu dans les façons qu'il a, surtout de l'impulsivité où il va faire des choses qui sont pas du tout appropriées. Donc ça, voilà, ça nous a vraiment aidé par rapport à ça, sans le mettre dans une case, mais à dire voilà, il a ce truc-là et du coup, je trouve que nous, dans notre quotidien, ça nous a permis de mettre des choses en place pour essayer de l'aider et puis que ça parte pas en crise et qu'on gère et autant nous, autant lui les difficultés et surtout au niveau de l'entourage aussi.
Et du coup, c'est vraiment la compréhension, alors non seulement la pose du diagnostic, mais surtout l'explication de ce diagnostic avec la symptomatologie, les 3 symptômes principaux sur lesquels on a pu vous donner des exemples qui vous permettaient de vraiment vous dire, oui, dans mon quotidien de vie, c'est comme ça qui fonctionne. Bah oui, parce que c'était les signes qui nous avaient, enfin des premières inquiétudes, en fait, c'était le côté impulsivité, provocation et autres. On savait pas comment gérer en réalité. C'est-à-dire que je pense comme tout enfant lambda, on va avoir des réactions qui finalement, dans son cas à lui, n'étaient pas du tout appropriées et finalement, ça ne faisait qu'envenimer la situation. Sauf que maintenant, avec le parcours qu'on a pu avoir, on a été accompagné par une neuropsychologue qui nous a effectivement tout bien décortiqué, qui nous a aidé dans certaines situations, entre autres les devoirs où c'était l'enfer, à mettre des choses en place qui effectivement étaient beaucoup plus adaptées à son fonctionnement et qui fait que ça fonctionnait beaucoup mieux parce qu'on n'avait pas les bonnes réactions en fait. C'est vraiment cette idée de se dire, on prend le même temps, mais on va le prendre différemment pour que lui, il puisse saisir ce que vous lui apportez. C'est ça. C'est ça. Et puis de savoir ce qui relève du TDAH, ce qui ne le relève pas, pour avoir une petite sœur, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réactions en fonction de ce qu'ils font, parce que automatiquement, ils vont pas réagir pareil. Et c'est vrai que c'est ce côté-là qui est difficile, mais qui finalement nous a permis d'adapter et puis de fonctionner au mieux et dans le quotidien et lui-même dans son développement, parce qu'il se mettait en protection. Et c'est-à-dire que même sur le plan développemental, il prend confiance alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Donc la répercussion sur l'estime de lui. Ouais, oui. Parce qu'il Et puis, était en échec sur plein de choses et finalement, c'est surtout que ça montait dans les tours et c'était mal perçu pour lui parce que c'était toujours pas toujours, mais c'était un environnement un peu tendu qui finalement s'est lissé et c'est beaucoup plus serein en fait. Donc pour lui surtout. Et puis pour vous, en tant que parent, dans la représentation peut-être que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que quand on essaye des choses et que ça ne fonctionne pas, ça donne aussi quelque chose, un reflet un petit peu terni, alors qu'en fait, vous n'y êtes pour rien. Il n'y a pas de Ouais. culpabilité à avoir, en fait, d'un point de vue éducationnel, puisque c'est vraiment pas la problématique. Complètement. Voilà, vous avez tout dit. C'est le côté sentiment un peu d'échec de se dire pourquoi ça marche pas. Et oui, complètement. Complètement. De se dire que ça ne relève pas que de notre volet de parents, il est fait comme ça, et puis il faut faire avec. Faut faire Voilà. avec. Et en mettant les adaptations et en comprenant ce que vous avez expliqué, la neuropsychologue qui a pu vous donner des stratégies, au final, du coup, vous pouvez aussi percevoir, vous, le côté positif et pouvoir respirer aussi. Exactement. Oui, c'est des stratégies mises en place, et voilà, c'est vrai que la neuropsychologue nous a aussi pas mal aidé là-dessus parce qu'il y a malgré tout des situations qui sont compliquées, qui restent compliquées et qui resteront compliquées, mais c'est de savoir comment désamorcer et puis de passer la main et puis de se dire que de toute façon, c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte. Et puis les adaptations, on en avait déjà mis en place malgré nous avant le diagnostic pour le coup, mais c'est vrai qu'on les avait compensées parce que tu fais avec en fait, hein, tu fais avec. Mais les adaptations étaient peut-être pas forcément parfaites. Et là, ça nous a vraiment aidé à comprendre et à désamorcer quand on voit que ça dysfonctionne, de le lire encore mieux en fait. Mais ouais, ça nous a bien aidé. Et puis du coup, je vais juste rebondir sur un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est il y a donc toutes les stratégies, surtout en premier lieu la bonne compréhension du fonctionnement et aussi l'appui du traitement qui Exact. permet aussi de compléter en fait toutes les stratégies que vous avez pu mettre en place et puis comment les optimiser. Et oui, parce que je n'ai pas rebondi là-dessus, mais effectivement, il y a eu le traitement qui nous a été proposé, mais quasi, au diagnostic en fait. Alors c'est vrai que nous, on a eu la surprise d'avoir ce diagnostic-là parce que, je dis, on avait compensé sur pas mal de choses et on n'y avait pas pensé pour le coup. Puis voilà, c'est pas à nous de le faire. Mais j'ai été très surprise que le traitement soit proposé. Finalement, dans son cas, lui, c'est parce qu'il y a les troubles des apprentissages à côté et qui fait que du coup, c'était doublement compliqué.
Et j'avoue qu'on a accepté tout de suite parce que pour le coup, on était vraiment en difficulté. Et là, sur le plan des professionnels de santé qui l'accompagnent, ils ont vu une différence, mais tout de suite. C'est-à-dire que l'orthophoniste a vraiment vu les bienfaits dans ses séances, dans son développement. Nous, de notre côté, c'était quand même beaucoup plus acceptable et accessible et tout ce qu'on veut parce que ça lui a vraiment permis de se poser. Et c'est vraiment, comment dire, ça lui permet vraiment de gérer plus facilement ses émotions et on part moins, il arrive à se canaliser beaucoup mieux. Et dans beaucoup de situations, et alors lui, l'objectif, c'est vraiment qu'il rentre dans les apprentissages et que ce soit pas compliqué dans ces situations-là. Mais même dans le quotidien, à domicile, il a des réactions qui sont beaucoup plus adaptées et c'est vrai que ça l'a vraiment aidé du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Alors, moi, j'ai terminé pour les petites questions. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. En tout cas, dans un premier temps, déjà, merci pour votre témoignage. Et voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de faire partager. Effectivement, j'avais pas pensé à l'histoire du traitement, mais c'est de pas en avoir peur, parce que, ça reste quelque chose qui fait peur à partir du moment où on va donner un traitement à son enfant. Nous, on y est vraiment allé les yeux fermés et en toute confiance. Et clairement, c'est bénéfique. Et je pense que si on veut vraiment aider notre enfant, il faut vraiment écouter les professionnels parce que ils savent ce qu'ils font. Et voilà. Enfin, en tout cas, dans notre cas à nous, ça a été vraiment très bénéfique. Et en tant que parents, on n'est pas neutre et on a des a priori et des croyances et plein de choses. Mais faut faire confiance aux professionnels qui ont la pathologie en main et qui savent vous expliquer et vous accompagner parce que ça nous a beaucoup aidés. Voilà. Donc, le traitement, pas que prescrit, mais aussi accompagné et expliqué dans la bonne gestion, entre guillemets, de celui-ci aussi. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Voilà donc le témoignage de cette maman que nous remercions encore. Et là, on va faire place aux questions. Alors, il y avait des mains levées. Peut-être commencer par les personnes qui avaient levé la main, si ça te va, Audrey. Ah, j'ai perdu le médecin. Ah, On vient d'avoir une petite plantade de notre écran, on arrive. donc, je peux donner la main à Madame Marino qui avait levé la main, le temps que vous régliez votre écran. Vas-y, Oui, vas-y. bien sûr. Madame Marino, vous laisse nous poser la question ou intervenir. J'ai perdu l'écran. Alors, du coup, est-ce Il y avait que Marie. c'est bon? Là, c'est bon, Karine, l'écran est revenu. Donc, il y avait Marianne, sinon, dans l'intitulé, qui souhaitait intervenir, qui avait levé la main, puisque Madame Marino. Ouais, sinon, on peut reprendre les questions écrites dans l'ordre, éventuellement, sinon. Tu nous entends, Karine, ou pas, Nico? Oui, Ouais, ok. faites comme c'est bien. Voilà, ok. Bon, alors si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Mais donc dans les questions, la première, il y avait comment faire quand notre enfant, 14 ans, a besoin d'un suivi orthophoniste, mais qu'il n'y a pas de place avant 2 ans, ou sinon c'est un suivi en visio qui est payant, et bien sûr il n'y a aucune aide. Et bien là, je suis désolée, mais j'ai pas de réponse. C'est un vrai problème, mais là, puis c'est pas le sujet du jour, donc je ne sais pas quoi vous répondre à part que c'est un problème récurrent. Si des gens dans le chat ont des solutions, vous Voilà. pouvez les suggérer, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on avait une question. Donc, si pas de diagnostic dans l'enfance, que penser des cas de plus en plus fréquents dans les MDPH, des cas adultes sur des diagnostics psychiatriques?
Alors, une fois de plus, nous, on parle plutôt de l'enfant, donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même plutôt logique qu'on ait de plus en plus de diagnostics chez les adultes, puisque on a effectivement bien progressé sur les diagnostics de TDAH à l'âge adulte. Et ça va être de plus en plus le cas. Après, c'est des diagnostics qui sont encore plus complexes que chez l'enfant, puisqu'il y a des années de vécu derrière et de stratégies mises en place, pas forcément les bonnes, et de vécu négatif, donc qui font qu'il y a des troubles psychiatriques qui se surajoutent. Le diagnostic différentiel est d'autant plus dur à réaliser dans ce genre de situation, d'où l'importance voilà, qu'il y ait un psychiatre qui soit vraiment voilà, au cœur de ce diagnostic, c'est important. Alors après, le lien avec les diagnostics dans les MDPH, là, je ne sais pas trop quoi répondre à ce point-là, mais en tout cas, sur le côté diagnostic chez les adultes, oui, il faut s'attendre à ce qu'on en ait un peu plus, effectivement, prochainement, et que ce soit à bien à prendre en considération dans toutes les démarches de prise en charge globale des patients, quoi, aussi bien enfants qu'adultes, finalement. Et puis, sur le côté MDPH, peut-être que, voilà, j'ai peut-être un élément de réponse, mais je ne sais pas si c'était à ça que vous faisiez référence, mais au même titre que chez les enfants, on a besoin d'adaptation sur le plan scolaire. C'est légitime d'avoir besoin d'adaptation de son quotidien professionnel et donc d'une reconnaissance souvent de handicap. Quand on a un TDAH à l'âge adulte, selon son retentissement, ça peut être nécessaire qu'on passe par cette étape-là aussi en plus. Il y a des adultes qui arrivent à gérer avec leur prise en charge et le suivi psychiatrique, mais d'autres qui ont besoin d'un peu plus que ça sur leur quotidien. Alors, est-il possible de faire un dossier MDPH sans diagnostic, enfant de 5 ans suivi au CAMS avec traitement sous tertian par le neuropédiatre? Alors, oui, on voit bien que la question de la MDPH revient beaucoup au centre des questions. Moi, ça m'arrive de faire des dossiers MDPH sans avoir posé clairement de diagnostic, mais à partir du moment où il y a plein de troubles impliqués, ça ne me paraît pas impossible du tout de faire des démarches auprès de la MDPH pour une reconnaissance de parcours développemental atypique avec besoin d'adaptation, mais sans que le diagnostic soit posé clairement, TDAH ou autre diagnostic d'ailleurs, hein. Et notamment, voilà, chez l'enfant petit, si on n'est pas sûr de notre coup, ne mettons pas d'étiquette diagnostic trop rapide, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ce qu'il faut pour aller au diagnostic et pour préciser les choses et accompagner comme il faut. Donc oui, on peut faire un dossier MDPH sans diagnostic, il faut juste faire un dossier béton. Alors, je vais répondre à la question sur le PowerPoint. Oui, il va être transmis. Merci, Karine. Avez-vous une liste de professionnels formés au diagnostic en Côte d'Or? Alors, ce sera le job du centre ressources TDAH, effectivement. Ça fera partie des missions justement pour clarifier qui fait quoi sur la région, parce que pour l'instant, c'est un peu du bouche à oreille et du débrouillage local en fonction de nos contacts, mais on n'a pas de liste officielle et on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle, justement. Donc, ce sera effectivement le job un des jobs du centre ressources TDAH. Après, vous pouvez essayer de contacter voilà, les pédiatres et demander si spécifiquement ils vont être à l'aise avec la question. Les cabinets de neuropsychologie, si vous voulez passer par un neuropsychologue, les psychologues, solliciter les professionnels qui ont été cités dans cette présentation et voir si eux répondent par affirmative à ces questions-là. Alors, depuis combien d'années on donne des traitements aux enfants? Y a-t-il un assez grand recul sur les effets à long terme à l'âge adulte ou plus? Quoi? C'est un des traitements les plus... c'est un traitement qui est ancien. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est depuis les années 50 ou 60, j'ai un doute, que ça a été découvert. Donc, oui, on a du recul. À l'étranger, encore plus qu'en France. Sur les effets sur le long terme à l'âge adulte, en fait, les effets sur le long terme, ils sont plutôt protecteurs plutôt que destructeurs, hein, puisque plus on met en place le traitement tôt et plus on est efficace sur la mise en place de bonnes stratégies chez l'enfant et plus on peut envisager, s'en passer si on peut, et limiter les conséquences d'un quotidien et tous les autres risques associés au TDAH, notamment les risques d'addiction, les risques de comportement à risque,
Donc, les effets sur le long terme sont plutôt bénéfiques. Voilà. Après, sur les effets indésirables cardiaques, ça reste extrêmement rare. Sur le retentissement, sur la croissance, on parle de quelques centimètres à peine, et c'est que sur les traitements très prolongés chez des enfants chez qui il y a un impact sur l'alimentation. Donc, honnêtement, on a du recul sur le long terme, et ce recul, il est très positif. Après, on ne va pas rentrer plus dans le détail parce que on pourrait passer tout un webinaire sur le traitement tout seul. Quels professionnels pratiquent les TCCE et l'ETP? Donc déjà sur cette question-là, TCC, souvent c'est les psychologues qui sont formés spécifiquement aux thérapies cognitives et comportementales et émotionnelles. C'est une formation très spécifique qui dure 3 ans. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Il me semble que c'est accessible seulement aux psychologues et aux psychiatres. Oui, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense aussi, oui. Et l'ETP, c'est toute personne formée à l'ETP. Donc là, on pratique sur le bassin, enfin, sur la Bourgogne. Cap TND doit proposer des ateliers d'ETP. Nous, au CRTLA, ça va se mettre en place également pour les TDAH. D'accord. Le C2RB aussi. Et le C2RB pour les adultes ont des ateliers aussi d'ETP. Voilà. Et est-ce qu'il existe des questionnaires ou entretiens en accès libre? Alors, le SNAP 4, il est disponible en accès libre. Vous pouvez le trouver très facilement. Le Conners aussi. Le Conners aussi. Les échelles de Brand, par contre, il faut les acheter. Je crois, la Diva Young, donc pour les enfants en entretien, elle doit être autour d'une dizaine d'euros. Et après, on l'achète une fois et on l'a pour toujours. Le Kidisads, il me semble qu'elle est en libre accès, l'ACE aussi. Donc c'est c'est beaucoup plus facilitant que d'acheter une batterie de whisky, par exemple. Alors ensuite, bon là c'était des commentaires, oui, par rapport à l'orthophonie, oui, le site Allo Artho, effectivement, Sandrine, tu as raison, ça va permettre de se mettre sur liste d'attente pour quand on recherche une orthophonie. Bon, ça ne crée pas les places pour autant, ça améliore juste l'accès à la liste d'attente. Dossier MDPH, possibilité de prendre en charge des séances d'orthophonie avec la PCH. Ah oui, dans le cas où il n'y aurait pas d'orthophonie et que des séances... oui, alors tout est négociable moyennant un dossier MDPH bien ficelé, je pense. Alors, lorsqu'un enfant cumule plusieurs TND, TDI, trouble 10, très autistique, est-ce que cela est pertinent de faire un bilan TDAH si on perçoit que certains symptômes, ou est-ce que c'est à penser dans le cadre d'un syndrome et donc pas de prise en compte spécifique du TDAH? Ah bah dans tous les cas, s'il y a des points d'appel, il faut explorer parce que, et là pour le coup, c'est plus il y a le trouble associé, plus je dirais que c'est là que les centres de niveau 3 ont un intérêt pour débrouiller les choses. Mais si un enfant qui a un trouble du développement intellectuel, des traits autistiques et des troubles de l'attention, si on peut au moins jouer un peu sur l'amélioration du trouble de l'attention, on va limiter un petit peu l'impact dans les autres domaines. Donc oui, si on y pense, il faut le rechercher et il faut le prendre en charge si c'est quelque chose de prioritaire. Voilà, c'est pas au détriment des autres prises en charge, mais ça fait partie de la prise en charge globale, bien sûr. Qui peut nous aider à remplir le dossier MDPH? Assistant social. Oui, effectivement, on peut s'appuyer sur l'assistant social de la MDPH ou de la structure si on est au sein d'un CAMS ou d'un CMPP, d'un CMP, d'un CESAD. Si on est suivi au CHU, les assistantes sociales du CHU. Sinon, il y a les assistantes sociales de secteur qui peuvent faire le relais également. Il y a certaines associations qui aident aussi à la constitution des dossiers MDPH. Pas hésiter à passer par le biais des associations. Alors ça, c'était un commentaire. Ok. Donc, il disait que c'est par rapport au dossier MDPH sans diagnostic, oui, c'est possible. C'est ce qui s'est passé pour mon fils. Il a une reconnaissance de handicap MDPH depuis ses 2 ans, diagnostic posé à ses 4 ans, donc premier dossier MDPH accepté, avec uniquement les bilans et comptes rendus qui montraient les symptômes, avec obtention EH de base et complément. Voilà, donc c'est pas un cas isolé, effectivement, on y arrive. Alors ensuite, quels sont les aménagements pédagogiques à proposer à la famille pour les aider et aider le jeune dans son quotidien? Alors là, ça va être difficile de répondre en 2 minutes.
C'est une question qui est très vaste, mais globalement, l'idée, c'est d'observer. Il n'y a pas d'aménagement type, en fait, hein, pour un TDAH, c'est d'observer quels sont ses besoins. Si, par exemple, c'est un enfant qui est fortement gêné par l'hyperactivité, l'autoriser à se lever ou changer d'assise. Alors, il y a des fois des sièges un peu à bascule, des poussins à picot, des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes à proposer. Juste reconnaître le besoin, des fois c'est suffisant. Ensuite, pour la concentration, ça peut être de l'aider voilà, à raccrocher les wagons quand il a décroché, par le fait de passer à côté ou de discrètement lui dire de revenir, sans que ce soit vraiment mis en porte-à-faux devant les autres. Voilà, il n'y a pas de réponse très Mais précise, c'est déjà surtout de bien comprendre le fonctionnement de son enfant pour pouvoir repérer dans les fluctuations d'attention à quel moment on est dans le rouge, à quel moment on peut le solliciter et à quel moment au contraire il faut l'inciter à faire une pause et revenir après pour pas insister sur un moment où l'enfant n'est plus du tout en capacité de répondre à la demande. Quelle démarche pour un enseignant qui suspecte un TDAH important chez un élève mais qui se retrouve face à des parents fermés sur le sujet? Alors là, ouais, 5 ans, donc c'est petit. Alors sans forcément parler de TDAH, on peut conseiller vivement d'aller vers la PCO, d'en parler avec son médecin, Passer peut-être par le médecin scolaire. ouais, ou par la psychologue scolaire. Qui pourra faire l'intermédiaire entre l'enseignant et la famille, parce que du coup, ça dépasse un petit peu le rôle de l'enseignant finalement, parce que alors, les enseignants sont aux premières loges, effectivement, hein, mais euh, voilà, vous pouvez pas Ouais. faire plus que ce que vous faites en donnant l'alerte. Après, c'est sûr que quand les parents sont complètement hermétiques, faut pas parler de TDAH, mais il faut juste dire qu'on est face à des difficultés, que l'enseignant qui est en difficulté recherche des pistes pour que ça se passe bien pour l'élève et puis mettre en avant que c'est pour le bien-être de l'enfant et donc il y a besoin d'avis complémentaires. On peut faire intervenir le PASS également donc c'est le pôle d'appui à la scolarité, j'ai toujours un doute. Pour intervenir à l'école et essayer de trouver des solutions autres que médicales, du coup. Ça peut être une première approche pour aider à la prise de conscience aussi du côté des parents. Et au-delà du diagnostic, les aménagements mis en place par les enseignants peuvent être intéressants à ce moment-là aussi, dans cette situation. Alors, les hypothèses étiologiques, il n'y a pas de cause précise retrouvée au TDAH, mais des facteurs de prédisposition. Et on a de plus en plus de facteurs de prédisposition génétique qui sont retrouvés, notamment quand il y a des troubles associés. On a des situations à risque, des facteurs de risque périnataux et anténataux, tout ce qui est prématurité, syndrome d'alcoolisation fœtale, certaines pathologies génétiques, comme le X fragile par exemple, qui est plus associé à des troubles de l'attention. Donc, en termes d'étiologie précise, je ne peux pas répondre, on ne sait pas exactement. Alors, j'interviens juste pour dire que Oui, voilà, il est 13h32. Oui, voilà. Est-ce que la PCO peut rembourser le programme Barclay à la suite d'un diagnostic de TDAH? Je crois que ce n'est pas encore le cas, mais que c'est en pourparlers. Pour une évaluation du TDAH, quelle institution est plus adaptée entre CMP et CMPP? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend un petit peu de l'équipe, ça dépend de l'orientation du CMP ou du CMPP, mais en théorie, les deux. Et puis après, vous aurez le facteur délai qui vous fera peut-être aussi Oui. une meilleure réponse, du coup. Alors, et oui, je suis tout d'accord. J'étais en train de lire rapidement sur le mot de la psychomotricienne, donc qui sort d'une formation sur le profil sensoriel de Dunn. La formatrice nous a dit que la passation d'un profil sensoriel était pertinente pour les enfants TDAH et qu'il y a souvent des troubles de l'intégration sensorielle chez ces jeunes. Complètement d'accord. Nous, c'est vrai que dans nos bilans, on fait souvent une exploration des troubles sensoriels associés. Donc oui, c'est très pertinent. Mais ça ne détermine pas le diagnostic. En revanche, c'est un plus à aller explorer s'il y a des points d'appel et si c'est nécessaire. Ça, c'est pas du tout automatisé et c'est pas indispensable. C'est juste pour avoir des coups de pouce en plus dans les adaptations du quotidien. C'est ça.
Donc, mon fils de 18 ans a probablement un TDAH caché pendant des années par une pratique de sport à haut niveau qu'il a dû arrêter cette année pour des problèmes physiques. Depuis, il a des difficultés d'attention et de concentration en classe relevées par ses professeurs. On me dit que même s'il a un diagnostic, il ne pourra pas avoir d'aménagement scolaire pour son bac, car jusque-là, il s'est débrouillé sans. Alors, oui, c'est pas le seul, et oui, ça nous agace. Donc, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des adaptations. Après, il faut juste être sûr de notre coût en termes de diagnostic parce que le côté dégradation d'un coût, alors là, on a le facteur explicatif qui est l'arrêt de l'activité physique qui lui permettait de compenser. Mais là, pour le coup, il faut se méfier du retentissement sur l'humeur et sur voilà, est-ce qu'il y a vraiment que un TDAH caché qui décompense là parce qu'il n'y a plus de sport ou est-ce que l'arrêt du sport fait qu'il y a un trouble de l'humeur? Voilà, je serais un petit peu prudente dans ce domaine-là, mais en tout cas, s'il y a besoin d'aménagement, c'est jamais trop tard et c'est pas tricher que de demander des aménagements. Et lien entre obésité, énurésie et TDAH, eh ben, c'est plus fréquent parce que le TDAH, enfin l'enfant TDAH, a une légère tendance à grignoter quand il s'ennuie. C'est le petit panneau stop dont on Voilà. parlait tout à l'heure. J'ai envie d'un gâteau au chocolat, mais je vais finir le paquet parce que j'ai pas pu m'arrêter. Voilà. Et puis l'énurésie, et au même titre que le trouble de l'endormissement, est aussi plus fréquemment associé. Oui, les énurésies nocturnes sont quand même, alors plutôt nocturnes. La journée, non, mais les énurésies nocturnes sont quand même assez fréquentes. Donc c'est vraiment une question systématique à avoir. Voilà. Et ben c'est parfait. Il n'y a plus de questions. Il est 13h35. Je crois qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Juste une dernière petite chose. Avant que vous partiez, déjà, Voilà. merci pour votre attention. Et puis, on a besoin de vous pour voilà, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Alors, si vous pouvez le remplir voilà, là tout de suite, une fois que vous aurez fermé la page de ce webinaire, pour qu'on ait un petit retour sur ce qu'on a fait, sur notre travail. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée.